Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis autrice de bande dessinée, j'habite à Strasbourg, j'ai mon atelier au Garage Cop et j'ai sorti 3 bandes dessinées, une qui s'appelle Avant l'oubli, une autre Astranova et la dernière Sanglier. Et bonjour Lisa Blumen. Bonjour. Et c'est donc facile, tu es là pour parler notamment de Sanglier, effectivement, ta dernière bande dessinée sortie il y a quelques semaines maintenant. Alors on y suit, je vais essayer de résumer, surtout t'hésites pas à m'arrêter si je dis une bêtise, mais on y suit une influenceuse beauté qui s'appelle Nina Makeup, qui est aussi maquilleuse professionnelle d'ailleurs dans sa vie, qui enchaîne les vidéos, qui a beaucoup de fans, mais qui finalement se retrouve assez seule. Et puis un jour on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui la suit. Un matin aussi son compte sur le réseau social a été complètement vidé de son contenu. Et donc c'est une espèce de plongée un peu façon thriller, presque horrifique je trouve, même s'il n'y a pas de scène d'horreur en tant que telle, mais que tu nous proposes dans ce monde des influenceurs, des réseaux sociaux, des comptes que tu fréquentes régulièrement sur Instagram ou que tu vois passer, qui te choquent, qui t'interpellent. Alors au départ, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos de make-up comme plein de gens. Un jour, j'ai envie de faire un petit liner et je sais pas comment faire, alors j'ai regardé un tuto. Et finalement, ça a fini par une consommation excessive où je me mettais à regarder tout le temps et ça me détendait, c'était agréable, il y avait une sorte de fascination vraiment. Et en parallèle, je devenais de plus en plus voyeuse, à vouloir de plus en plus voir des vlogs et c'est-à-dire le quotidien des blogs filmés de la vie des créatrices. Et ça me mettait un peu mal à l'aise. Et donc tout est parti de ces questionnements, de ce malaise, de pourquoi moi je me sens mal à l'aise, qu'est-ce qui m'intéresse en fait dans leur vie et pourquoi cette mise en avant. Et en fait aussi il y a cette question de pourquoi en tant que femme on doit beaucoup montrer son intimité, pourquoi alors que par exemple les influenceurs masculins eux parlent plus de leur travail, mettent en avant leur travail. Et donc voilà, tous ces questionnements, je me suis dit mais en fait c'est un sujet intéressant et aussi en fait ce qui me fascinait un peu, c'est que tout ce que je voyais sur internet ou dans les conversations de comptoir, que ce soit des gens qui essayaient de faire des analyses, ça finissait toujours par le même constat. Les influenceurs, c'est des gros idiots qui essayent de se faire un max d'argent sur votre dos. Et moi, j'avais pas cette sensation-là, et donc c'est un peu tout ça dans mon livre que j'ai essayé de reprendre, toutes ces idées. Le titre, Sanglier, alors l'éditeur ou toi dans le résumé parle de sanglier chimérique, mais d'où vient ce titre Sanglier ? Parce que quand on se dit sanglier, on s'attend pas à lire un bouquin, une bande dessinée sur une influenceuse beauté. Dès le départ, j'avais un peu cette dualité. En fait, j'avais cette image un peu de fin que je ne dirais pas parce que ça va un peu spoiler, mais cette dualité d'une beauté lisse, complètement maîtrisée, aseptisée, avec un espèce d'animal, un truc qui pue et qui suinte, qui est dans la boue. J'avais assez vite l'image de ce sanglier et parce que aussi, ce qui m'intéressait dans cet animal, c'est qu'il a un peu une dualité dans son interprétation, c'est qu'il est à la fois la proie des chasseurs, donc il est chassé, mais aussi il a un côté pas forcément prédateur, mais en tout cas, on le craint. C'est quand même, on n'a pas envie de le croiser en forêt, quoi. C'est un animal impressionnant, quoi. Et donc, en fait, cette dualité, c'est un peu le but. Le livre, c'est un peu tourné autour de ça, de qui est la proie dans l'histoire, qui sont les prédateurs. Et en parallèle, l'image de l'influenceuse, elle a un peu cette dualité-là parce que elle est à la fois coupable de ce système, de cette marchandisation, mais aussi victime, et donc elle est à la fois proie et prédatrice aussi. Enfin, donc voilà, tout le livre s'est créé autour de cette figure un peu chimérique, en effet, où il n'y a pas de lien évident au départ avec les sangliers, mais ça va se tisser progressivement. Oui, parce que cette influenceuse, et on le voit d'ailleurs dans les sujets qui traitent de ce type d'influenceuse-là, c'est qu'elles sont complètement dépendantes de ces posts, de ces produits qu'elles doivent promouvoir,
même si parfois, en fait, au bout d'un moment, c'est même plus des produits qu'elles apprécient, alors que souvent, elles ont commencé avec des produits qu'elles appréciaient, et c'est comme ça qu'elles se sont fait connaître, elles ont des agents, enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui se met en place et qui devient très oppressant pour elles aussi. Je sais pas si c'est ce que tu avais envie de montrer, et aussi de dire parfois un peu aux jeunes filles ou aux jeunes hommes qui ont envie de devenir influenceurs que c'est pas que Dubaï ou je sais plus où ils vivent et la beauté, que derrière, il y a quand même un monde très, très, très rude. Oui, justement, c'est vraiment exactement ça. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre à quel point on critique les influenceuses, alors qu'au départ, j'ai quand même l'impression qu'il y a, pour la plupart d'entre eux, une envie de sincérité, en fait, de réellement donner des avis, de réellement prodiguer des conseils, surtout dans le milieu de la beauté où c'est concrètement ça, l'idée de base, c'est un conso-mag, finalement. Mais en même temps, tout en donnant plein de techniques qui sont finalement presque très artistiques, enfin, sur des théories du couleur, comment estomper tel ou tel produit. Enfin, donc il y a quand même des choses vraiment sérieuses, enfin, en tout cas ce qu'on considère, ce que la société met en valeur. Et pourtant, dans le maquillage, c'est pas du tout considéré. C'est superficiel, ça n'a pas. C'est pour les filles, et donc forcément, c'est pas intéressant. Donc il y a toutes ces questions-là. Mais oui, en effet, je pense qu'il y a cette sincérité est assez vite broyée en fait par le système capitaliste où il faut gagner sa croûte. Et pour l'instant, ça marche exclusivement par faire des partenariats avec des marques et vendre son image à des marques. Et c'est assez dur de sortir de ce milieu-là et d'être rentable et de pouvoir en faire son métier autrement. Avec ce néologisme presque de morning routine et de la routine du matin. Il y a aussi cette scène où Nina, elle est avec un groupe de fans qui veut prendre une photo avec elle, et puis il y en a un qui lui touche les fesses et qui dit « elle a le cul mou ». Au-delà du geste, est-ce que c'est une façon aussi de montrer qu'elles sont complètement dépossédées d'elles-mêmes et de leur corps, en fait ? Même aussi dans l'image où elle est toute petite et qu'il y a le gros doigt qui la touche comme si elle était un petit personnage, parce qu'ils sont tout petits sur les écrans. Enfin, quand on voit sur un téléphone, il y a les gens j'ai l'impression parfois qu'ils leur caressent la joue quand ils sont en train de swiper sur les images. Enfin, il y a un truc d'appropriation en fait des êtres humains, et c'est accentué par le fait que justement les femmes montrent leur intimité. Donc, comme je disais tout à l'heure, les influenceurs montrent leur travail, donc se font critiquer sur leur travail, alors que les influenceuses se font critiquer sur ce qu'elles sont. Et donc la violence est vraiment très forte en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce côté de la célébrité rend accessible, et évidemment ça amène à toutes sortes de jalousies, mais on a l'impression, ça déshumanise totalement en fait cette façon d'être sur les réseaux et de montrer, en voulant se montrer le plus humain possible, on se montre finalement, les autres rentrent dans le quotidien, et eux, étonnamment, ça nous rend inhumains de voir les gens humains devant nous. C'est ça qui est très étrange. Dès qu'il y a un écran entre la personne... il y avait quelqu'un qui compare... un théoricien, en gros, des réseaux qui dit qu'on se comporte sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Olivier Herstein, on se comporte sur les réseaux comme quand on est dans sa voiture, où on crie très fort sur la personne devant, mais on espère sincèrement qu'elle nous a pas entendu. Et c'est exact. Mais le problème, c'est que là, concrètement, c'est fait pour être entendu, mais on espère juste que la personne ne va pas sortir de sa voiture et venir toquer et dire qu'est-ce que tu as dit sur moi là. Enfin, donc il y a un truc un peu absurde, et à quel point ça rend assez vite inhumain, et à quel point en fait, ce qui met aussi beaucoup en avant dans tous ces discours que j'ai entendus, c'est que c'est pas le réel problème de fond, c'est les réseaux et la manière dont elles sont gérées. En fait, comment les propriétaires de plateformes font fonctionner leur algorithme pour mettre en avant la violence, le harcèlement, la haine. Oui, avec des commentaires haineux qu'elle reçoit, et une solitude assez dingue. En fait, d'ailleurs, l'album elle est très seule dans cet album. Il y a beaucoup de pages où elle est seule, en fait, cette influenceuse. Oui, c'est vraiment un peu la contradiction, en fait. C'est qu'elle est vue par des milliards de personnes, enfin des milliers. C'est pas une si grosse influenceuse que ça dans l'histoire, mais des milliers de personnes. Mais pourtant, en fait, elle est seule. Et c'est aussi ça, cette espèce de forme de violence, c'est que être seule devant des millions de gens qui nous regardent, c'est quand même être sacrément démuni. Tu parlais de ce théoricien, justement, comment tu t'es documenté ? Il y a toute une bibliographie à la fin du livre pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin dans la recherche. L'idée, c'était pas forcément de faire vraiment un discours hyper clair, hyper politique. En effet, ça l'est, mais moi, je voulais pas faire un manifeste.
Enfin, c'était pas l'idée. Mais évidemment, moi, j'ai eu envie de me nourrir, en fait, pour écrire mon histoire. Et aussi, parce qu'en fait, comme je le disais au début, je me suis retrouvée avec énormément de questions de qu'est-ce que c'est les réseaux, en quoi c'est le reflet de la vraie vie, et donc quels sont les problèmes de sexisme dans la vraie vie. Bon, évidemment, en tant que femme, on y est forcément confronté, donc forcément, on se pose pas mal de questions à ce sujet, et donc j'ai eu vraiment le besoin de me nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu le mettre plus en biblio à la fin, c'est que c'est des livres qui me paraissent un peu essentiels et que j'aime, ou des films ou des podcasts, etc. Que je pouvais pas. Moi, l'idée c'était pas du tout de retranscrire ça directement et de faire un pamphlet ou quoi, mais d'écrire une fiction par rapport à ça. Mais évidemment que tout ça, ça a teinté mon écriture et j'ai eu besoin, oui, aussi un peu de compagnonnage, enfin de me sentir, parce que c'est quand même un sujet qui est assez dur et personnel, et j'avais aussi besoin d'écouter les mots justes que moi je ressentais, pas sans forcément les réécrire dans mon histoire, mais évidemment que ça m'a aidé à soutenir un peu ce que je voulais dire, oui. Est-ce que tu fais, là encore toute proportion gardée, mais un parallèle aussi avec ce que vivent aujourd'hui les autrices et auteurs de BD, où quand même il y a beaucoup de maisons d'édition qui vous demandent d'être présents sur les réseaux sociaux? Plus t'as de followers, mieux c'est, parce qu'ils se disent que ça va amener aussi une communauté vers le livre. Alors moi, je pense pas que je sois très bonne pour en parler, parce que pour moi, personnellement, je suis vraiment de plus en plus en train de déserter les réseaux. Je pensais que mon histoire allait me donner envie de m'intéresser, et en fait, j'ai l'impression que je finis par me dire, bon, c'est un peu difficile de trouver un bon équilibre. Mais j'ai la sensation que oui, il y a beaucoup d'auteuristes qui sont un peu... Enfin, il y a presque un deuxième système du livre en ce moment qui est en train de se créer. C'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est super parce qu'on peut être reconnu sans forcément être passé par des écoles d'art, sans forcément être donc par un système qui est quand même lié au pouvoir, etc. Enfin, donc il y a un truc de pouvoir passer par la petite porte et donc se trouver une communauté seule, et donc et d'ailleurs c'est tout l'intérêt des influenceurs aussi, c'est vraiment de partir de rien pour créer une communauté et montrer son travail et rencontrer des gens via ça. Et donc ça, je trouve que c'est quand même une force super, et je pense qu'il y a plein d'auteuristes pour qui ça fonctionne très bien. Mais il y a aussi le problème de comment les éditeurs travaillent avec ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que du coup, pour être édité, il faut déjà avoir une énorme communauté? Et dans ce cas-là, on choisit plus forcément les autoristes en fonction de la ligne éditoriale de la maison. Et donc par la ligne éditoriale, il y a quand même un peu le choix de mettre en avant certaines histoires en fonction de convictions personnelles. Moi, je suis assez mitigée là-dessus, et j'avoue que je m'y connais pas vraiment assez dans le milieu de l'édition. Mais par contre, le parallèle que je peux faire un peu avec mon livre et des questionnements qui ont peut-être un peu influencé, de manière très très légère, mais c'est un peu la notion de célébrité qui est un peu étrange quand on est auteuriste de BD, parce qu'on est quand même on n'a pas du tout un rythme de vie de star, quoi. On est quand même très précaire, et on a une vie très très basique. Mais quand on arrive en dédicace, les gens nous connaissent, ont lu des articles sur nous, et du coup il y a ce rapport un peu étrange où on nous connaît, mais nous on connaît pas. Et donc je pense qu'un peu par extension, c'est un peu aussi quelque chose qui a pu un peu nourrir mon histoire. Je le disais, c'est espèce de thriller psychologique, alors que tes deux précédents livres dont on va parler étaient des livres de science-fiction, pour le coup de pure science-fiction. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir un peu de la science-fiction pour aller sur ce terrain-là? En fait, la science-fiction, c'est plutôt que j'ai l'impression que j'y suis jamais vraiment rentrée. Non, si, évidemment, c'est de la mauvaise foi ce que je dis. Mais c'est un peu par hasard que j'ai fait de la science-fiction, parce que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je me voyais pas du tout faire que ça. C'est un peu à hasard que mes deux premiers livres étaient dans ce sujet-là. Après, en effet, c'est de la SF, mais un peu... où finalement c'est pas du tout le sujet principal du livre, ça parle plutôt de relations humaines et donc de choses finalement très actuelles, quoi. Mais j'avais vraiment envie de rompre assez fortement et de faire vraiment quelque chose de totalement différent, parce que déjà pour moi c'est comme ça que j'envisage mon travail. À chaque fois j'ai vraiment envie de changer de sujet, même si finalement j'arrive toujours à parler un peu des mêmes thèmes, on a chacun ses obsessions, mais pour moi c'est important de
Oui, c'est ça, de nourrir mon travail de d'autres manières et de m'intéresser à d'autres choses. Et aussi parce que j'aime bien aller là où on m'attend pas, je crois. C'est peut-être juste j'ai un peu un esprit de contradiction, je crois. Alors, ces 2 précédents livres, tu parlais de solitude, de fin du monde. Dans Avant l'oubli, c'était l'histoire de personnages assez simples qui savent que la fin du monde approche et qui se demandent ce qu'il faut bien pouvoir faire en l'attendant, on va dire, pour faire simple. Et puis dans Astranova, c'est cette jeune astronaute qui va partir au fin fond de la galaxie avec un voyage sans retour, donc qui sait qu'elle ne reviendra pas et qui doit participer avec une espèce de dernière fête avec tous ses amis, notamment ceux perdus de vue. Justement, ce thème de fin du monde, pourquoi il titillait comme ça? Et de solitude en miroir, ce qui est peut-être d'ailleurs un des thèmes aussi de Sanglier, mais pourquoi ces thèmes-là te nourrissent? Pour la fin du monde, j'ai vraiment l'impression qu'on a cette sensation en ce moment d'être un peu en plein dedans. Enfin, en tout cas, on sent que c'est la fin de quelque chose. Ou parfois, on en a même envie que ça soit la fin de certaines choses. Mais il y a, il y a un peu cette sensation d'être spectateur de quelque chose qui est en train de se passer et qu'on contrôle pas. Que ce soit l'état du monde ou même l'écologie ou je pense que comme beaucoup de gens j'ai cette sensation là et donc je pense que mes histoires ont découlé de ça assez naturellement. Après j'essaye toujours de pas forcément d'apporter quelque chose d'autre qu'un constat dramatique. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de mes histoires partent d'un constat assez dur, mais que il y a toujours des petites touche de lumière quand même. Notamment dans la couleur. Je choisis vraiment plus la palette en fonction de l'ambiance que j'ai envie de donner dans l'histoire. Donc pour Avant l'oubli, il y a plein de gens qui pensent que c'est du noir et blanc parce que c'est vrai que les couleurs sont très très pâles, très effacées, comme si du coup la fin du monde est causée par la lune qui se rapproche, mais c'est comme si la lune était déjà proche et que la lumière était trop forte. Pour Astranova, c'était plus une ambiance de nuit, donc forcément je suis partie un peu d'un ton bleu foncé, presque noir, et donc j'ai construit un peu ma palette autour de ça. Et pour Sanglier, je voulais vraiment reprendre les codes des vidéos de beauté où donc c'est des tons beige, chair, rose, qui en fait finalement jusqu'à écœurement en fait, et que finalement on crée une sensation d'oppression par cet aspect trop artificiel. Je lisais que pour dessiner certains de tes personnages, ce que font d'ailleurs beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais tu te prends en photo dans un miroir et après tu recopies ou tu regardes les positions. Oui, je fais ça, comme beaucoup d'autres autoristes, et j'aimerais beaucoup faire un fanzine de photos d'autoristes parce que c'est vraiment très croustillant. C'est même une expo. Oui, ça pourrait être très bien. J'ai ce projet, mais je sais pas, je le fais pas pour l'instant, peut-être par pudeur. Tu dessines au feutre à alcool ? Oui, je l'ai fait, ça s'est fait assez progressivement, oui. Quand j'étais aux Arts Déco de Strasbourg, j'avais plusieurs amis qui utilisaient ces feutres-là, et ça m'est venu en main assez facilement parce que c'était assez pratique pour la BD, parce qu'on n'a pas besoin de refaire ses couleurs à chaque fois comme l'aquarelle et c'est facilement transportable. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de limites à ce que je dis parce que c'est pas si facilement transportable, parce que finalement, ça fait beaucoup de choses à prendre avec soi. Et en plus, c'est très cher. En plus, ça sèche très vite. Et en plus, une fois qu'on finit un feutre, il faut en racheter un. Et du coup, après, pour le projet d'après, on a encore d'autres feutres. Et du coup, je me retrouve avec une montagne de feutres. En plus, c'est pas du tout écologique. Du coup, c'est que du plastique. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien changer de technique, mais en même temps, c'est celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Il y a un côté très spontané, quoi. Et en plus, j'aime beaucoup l'effet un peu de flou, un peu de les superpositions des couleurs que ça peut faire. Enfin, j'ai quand même du mal à m'en séparer. Avant l'oubli, tu avais fait les couleurs en numérique là, par contre. Oui. Ouais, Parce que c'est ça la solution, passer au tout numérique. Un un petit iPad dans le sac et puis voilà. C'est sûr que d'un point de vue juste pratique, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Enfant, tu lisais de la BD ? Presque pas. En fait, surtout, il y avait pas du tout de BD chez mes parents. C'était pas des lecteurs de bande dessinée. Mais moi, j'ai lu Lou.
quand même, et vraiment qui a accompagné toute ma préadolescence. J'ai grandi en même temps qu'elle, donc c'était très très important pour moi. C'était vraiment ma BD de chevet. Et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à écouter le podcast avec Julien Nil qu'on avait fait à l'occasion de l'Expo Lou, présenté ici à la Cité de la BD. Je ferme la parenthèse. Comment tu as eu l'idée du coup d'en faire ton métier, la bande dessinée? À quel moment tu t'es dit, tiens, en fait, je pourrais vivre de ça? C'est venu assez progressivement, mais très tôt quand même, parce que dès le collège, je voulais faire des dessins pour de livres jeunesse. Et j'avais la mère d'une amie qui était illustratrice jeunesse, donc je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, donc ça m'a déjà beaucoup aidée. Et ensuite, après, c'est plus pendant mes études que je me suis mise à lire de la BD, vraiment... à dévorer tous les livres de ma bibliothèque, de la bibliothèque de ma ville, justement pas la bibliothèque familiale qui était vide de BD, mais plein de romans, des vrais livres, horrible. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai essayé j'ai commencé à en faire, et en fait j'ai trouvé que ça correspondait bien avec ma façon d'écrire, et ça m'a plu, et du coup je me suis dit que ça serait bien que je fasse mon métier de ça. Et t'en parlais, tu fais beaucoup d'illustrations pour les livres jeunesse? Plus trop maintenant. J'en ai fait avant, justement, encore pendant mes études, des livres que je trouve aujourd'hui, je me sens plus très proche d'eux. Mais j'aimerais bien peut-être en refaire, ouais. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je suis un peu bloquée. J'arrive pas à écrire pour la jeunesse. C'est trop court pour moi. J'y arrive pas à trouver le bon truc, mais j'espère bientôt. Et t'as l'idée de la prochaine bande dessinée? SF, thriller? Non, encore autre chose. non, justement, j'aimerais bien encore faire un autre genre, mais j'en dirai pas plus. Un indice? Il y aurait peut-être des vampires. Ah, effectivement, encore d'univers. Bon, en attendant, elle vient de sortir, on lit Sanglier, c'est paru chez l'employé du mois, puis on peut relire Astranova ou Avant l'oubli, par exemple. C'est le moment, Lisa Blumen, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête? Oui, mais je suis pas sûre de savoir ce que c'est un questionnaire de Proust. La première BD que tu as lue? Mais à chaque fois, je vais mettre du temps pour réfléchir. La première BD que j'ai lue... pour faire simple, je vais dire Lou, voilà. Déjà parce que c'était une petite fille qui avait mon âge, et c'est la première fois que je m'identifiais autant à un personnage, et c'était quand même assez rare à l'époque de trouver vraiment... D'ailleurs, c'est fou parce que j'étais persuadée jusqu'à très tard que Julien Nil était une femme. J'avais jamais lu son nom sur la couverture, et quand j'ai su que c'était un homme, j'ai fait mais comment il a fait pour savoir aussi bien parler des jeunes filles, quoi. Enfin, j'avais trouvé ça dingue. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Oh là là, c'est trop dur. La meilleure, j'ai pas de top. Je pourrais faire un top 10, mais je reformule en disant juste que c'est la BD qui m'a le plus marquée et qui m'a le plus bouleversée. C'est Paysages après la bataille d'Éric Lambé et Philippe de Pierrepont. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée? Mais pareil, je vais mettre 10 minutes à chaque fois. Je vais te dire une que j'ai lue récemment. C'est La Chiale de Claire Brault. J'adore la couverture et j'adore le titre aussi. Et la plus belle case de bande dessinée? Alors là, non, je sais pas. Je sortirais une case de l'album de Maïté Grandjouan, Léna la Tressole, que je trouve magnifique, vraiment. Quel est ton personnage de BD préféré? J'ai envie de dire Lou. Non, je vais arrêter. Je vais essayer de varier les réponses, mais maintenant qu'on en a parlé, je veux pas m'arrêter. Mon personnage de bande dessinée préféré. Moi, j'aime bien comment Catherine Meurice se dessine et comment elle est dans ses BD. J'adore particulièrement les petites remarques qu'elle fait. Je sais plus comment elle s'appelle cette BD, mais où elle va chez la duchesse de Rothschild là pour apprendre l'étiquette ou je sais pas quoi, et elle mange avec une pince à huître. Enfin, j'adore toutes ces petites remarques qu'elle fait. Je la trouve très attendrissante. Je sais pas comment elle est en vrai, mais j'espère qu'elle est comme dans ses BD. Quel est ton personnage de BD détesté? Tintin. J'en peux plus de Tintin. J'en ai marre de Tintin. Voilà. C'est dit. Ton super-héros préféré? Elastic Girl. Et ton super-héros détesté? Captain America. Tu dessines dans le calme ou en musique?
Dessin, musique, écriture calme. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Point d'interrogation. Non, couleur point d'exclamation. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Je vais parler de mes amis. Vous pouvez lire la super BD de Marie Boisson. Qui s'appelle Bianca et la forêt des parents égarés, chez Misma. Merci beaucoup Lisa Blumen d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à découvrir ce sanglier, sorti il y a quelques jours, semaines, aux éditions L'Employé du Mois, et à venir aussi découvrir l'exposition Plus loin la nouvelle science-fiction, dans laquelle sont exposées quelques-unes de tes planches. Merci à toi. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.